Le son de la porte qui claque résonna dans le penthouse minimaliste avec la violence d'un coup de feu, suivi d'un silence encore plus assourdissant, chargé d'échecs. La énième nounou, une spécialiste renommée du comportement infantile au curriculum vitae impeccable et aux honoraires exorbitants, venait de partir, se tenant un bras où se détachait, comme une marque d'infamie, la trace rouge et déchiquetée de petites dents. Marco Bellini resta immobile au milieu de son immense salon, un chef-d'œuvre de design angulaire et monochrome qui ne lui semblait plus qu'une prison de luxe, se sentant l'homme le plus stupide et le plus impuissant de Turin. Derrière les immenses baies vitrées, les Alpes se dressaient majestueuses contre le ciel bleu, un symbole de perfection naturelle et silencieuse qui se moquait du chaos désespéré de sa vie. Et puis, ponctuel comme une condamnation, le silence fut de nouveau rompu. Les pleurs frustrés et rageurs de son fils de 10 mois, Léo, provenant de sa chambre bijou. Marco était un ingénieur brillant, un homme dont l'esprit fonctionnait par logique, précision et solutions complexes. Il était le PDG d'une entreprise de renommée mondiale qui créait des voitures de sport de luxe, des machines parfaites, puissantes, contrôlables, une extension de sa propre personnalité. Mais face à son fils, il se sentait complètement, umiliantement incompétent. Da quando sua moglie era morta di parto, 10 mesi prima, si era trasformato in un padre puramente funzionale, ma emotivamente assente, terrorizzato da quella piccola creatura fragile che non riusciva a capire né a consolare. Aveva affrontato il problema come avrebbe affrontato un motore difettoso. Aveva provato di tutto, investendo una fortuna. Les meilleurs nounous d'Europe, les pédiatres les plus chers, les berceaux technologiques les plus avancés qui promettaient de simuler l'utérus maternel. Rien, absolument rien, ne fonctionnait. Le moteur restait en panne. Léo avait été étiqueté comme un bébé difficile. Il pleurait constamment, des pleurs qui n'étaient pas de faim ou de douleur physique évidente, mais de pure et rageuse frustration. Et lorsque cette frustration atteignait son paroxysme, lorsqu'il se sentait incompris ou mal à l'aise, il mordait. Pas par méchanceté, il était trop petit pour un sentiment aussi complexe. C'était un réflexe instinctif, une façon désespérée de communiquer un malaise profond que personne ne parvenait à déchiffrer. Il avait mordu les mains, les bras et les épaules d'une douzaine de nounous expertes qu'il avait qualifiés d'agressifs, de problématiques, de petits monstres gâtés cachés dans des couches de marque. Mais Marco, au fond de son cœur, sentait que ce n'était pas le cas. Il sentait que c'était juste un appel à l'aide que personne ne savait écouter. C'est dans ce climat de désespoir total qu'arriva Sofia Rossi, 29 ans, un visage doux et 2 yeux calmes et patients, qui semblait avoir déjà tout vu de la vie. L'agence d'intérim l'avait envoyée en urgence, presque comme un lot de consolation, en précisant qu'elle n'était qu'une domestique, pas une nounou, après que la dernière spécialiste fut partie en hurlant des menaces de poursuite. Elle venait d'un petit village de Sicile, d'une famille nombreuse où, depuis son enfance, elle avait élevé frères et cousins. Elle possédait une sagesse instinctive et terrienne sur la nature des enfants, une connaissance qui ne se trouve pas dans les manuels de puériculture, mais qui se transmet par le contact, la patience, l'amour. Le premier jour de Sofia commença par un ordre péremptoire d'un Marco tendu et au bord de la crise de nerfs. « Contentez-vous de nettoyer », lui dit-il, son ton sec, épuisé. « Demain, une nouvelle spécialiste arrive d'Autriche, une sommité. Ne touchez pas le bébé, pour aucune raison. C'est clair ?» Il s'enferma dans son bureau pour une visioconférence internationale avec des fournisseurs japonais, laissant Sofia seule avec le son aigu des pleurs de Léo, qui provenait de sa chambre bijou, et avec la présence inutile d'une nounou temporaire, une amie de la famille qui était au téléphone, se plaignant à voix haute du petit diable à une amie, totalement indifférente à ses cris. Sofia commença à nettoyer les immenses surfaces vitrées, le cœur serré à chaque cri du bébé. Elle sentait dans ses pleurs une note qu'elle ne connaissait que trop bien, une note qu'elle avait entendue des dizaines de fois chez ses petits frères. Ce n'était pas de la méchanceté, ce n'était pas un caprice, c'était de l'inconfort, un inconfort profond, physique, presque une supplication. Puis, les pleurs changèrent, ils s'intensifièrent, devenant un cri aigu, presque de douleur, un son qui lui transperça l'âme. La nounou temporaire leva les yeux au ciel et continua son appel, haussant la voix pour couvrir les hurlements.
Mais Sofia ne le pouvait pas. Son instinct, sa nature, le lui interdisait. Elle enfreignit les règles. Elle laissa tomber son chiffon sur le sol en marbre et se dirigea d'un pas décidé vers la chambre de Léo. La nounou la vit et tenta de l'arrêter, se mettant presque sur son chemin. « Qu'est-ce que tu fais? Tu es sourde. Il t'a dit de ne pas le toucher. Il mord, tu sais. Tu veux te faire virer dès le premier jour ?» lui siffla-t-elle, couvrant le combiné du téléphone d'une main. Son inquiétude n'était pas pour le bébé, mais pour la réaction possible de son employeur. Sofia l'ignora, comme si elle n'existait pas, la contournant sans même lui jeter un regard. Elle entra dans la chambre. Léo était tout rouge, son petit corps raide et contracté dans son berceau design, un objet à des milliers d'euros qui ressemblait à une cage. Elle s'apprêtait à le prendre dans ses bras, à le serrer contre elle, mais elle s'arrêta. Elle l'observa attentivement un instant, non pas ses pleurs, mais son corps, et elle comprit. Elle comprit avec la clarté d'une illumination. Au lieu de le prendre, elle fit quelque chose de simple, de logique et de complètement inattendu. Avec des gestes délicats mais sûrs, elle commença à le déshabiller. Elle lui retira sa grenouillère en cachemire, un vêtement magnifique, très coûteux, mais rigide et aux coutures serrées qui marquèrent sa peau. Elle le déshabilla jusqu'à le laisser en couche, sur la surface douce et fraîche de la table à langer. Le bébé, surpris par ce geste inattendu, cessa de hurler un instant, la regardant de ses petits yeux bleus pleins de larmes et de confusion. Puis Sofia ouvrit son modeste sac et en sortit un petit flacon de verre sombre, sans étiquette. C'était de l'huile d'amande douce, celle que sa grand-mère utilisait toujours pour apaiser les irritations des nouveau-nés. Elle en versa quelques gouttes sur ses mains chaudes et avec une infinie délicatesse, commença à masser les petits pieds et les jambes tendues de Léo, dénouant les petits nœuds de tension musculaire. Tout en le faisant, elle se mit à fredonner à voix basse une vieille berceuse sicilienne, une mélodie douce et répétitive, un son ancien et chaleureux dans cette pièce ultramoderne et froide. Les pleurs rageurs de Léo commencèrent à diminuer, se transformant en sanglots puis en petits soupirs de soulagement. Son petit corps, auparavant raide comme un morceau de bois, se détendit visiblement sous le toucher expert et aimant de Sofia. La tension qui le poussait à se cambrer et à mordre fondit comme neige au soleil, remplacée par un calme profond que cet enfant peut-être n'avait jamais ressenti de toute sa courte et agitée vie. Il s'abandonnait au bien-être, au réconfort. Il ne mordit pas, il n'essaya pas de se débattre. Au lieu de cela, ses petits yeux pleins de larmes se fixèrent sur le visage doux de Sofia, qui continuait de chanter. Il la regarda, fasciné par son chant et son toucher. Puis, lentement, il leva sa petite main. Pas pour attaquer, pas pour griffer, comme il le faisait toujours, mais pour toucher. Ses doigts incertains et potelés effleurèrent la joue de Sofia, un geste de pure et simple curiosité, de connexion. Et puis, le miracle se produisit. Un miracle silencieux, mais plus puissant que n'importe quel moteur V12 conçu par son père. Pour la première fois depuis des mois, peut-être depuis sa naissance, Léo sourit. Un sourire authentique, édenté, qui illumina tout son visage, le transformant d'un petit être souffrant en un ange. Un sourire qui semblait dire « Enfin, enfin, quelqu'un m'a compris ». À cet instant précis, Marco réapparut sur le seuil de la chambre. Il avait oublié un dossier important dans son bureau et était revenu le chercher. Il se figea, invisible, la main encore sur la poignée de la porte. Il avait entendu le silence inhabituel et avait craint le pire, mais ce qu'il vit lui coupa le souffle, ébranlant les fondations de son monde logique et contrôlé jusqu'à le faire s'effondrer. Il vit son fils agressif, difficile, problématique, et il le vit sourire. Sourire à une domestique qui avait enfreint chacune de ses règles, chacun de ses ordres. Il vit la cause du problème et sa solution en un seul et dévastateur instant. Et il comprit avec une clarté douloureuse que pendant 10 mois, il n'avait absolument rien compris. Ce n'avait jamais été un problème de comportement. C'était un problème de confort. Le bébé n'était pas cassé. Il n'avait pas besoin d'être réparé par un spécialiste. Il avait juste besoin d'être écouté, dans un langage qui n'était pas fait de mots, mais de contact, de chaleur, de liberté. Le problème n'était pas le moteur, comme il l'avait toujours pensé. C'était le pilote. Et le pilote, c'était lui, avec son ignorance et sa peur. La vague d'émotions qui le submergea fut violente, presque physique. Un mélange d'immense soulagement,
de profonde gratitude envers cette femme inconnue, mais aussi d'une honte si aiguë et brûlante qu'elle lui coupa le souffle. Lui, le grand ingénieur, le génie du design automobile, était un échec complet, total en tant que père. Une humble jeune femme avec rien d'autre que ses mains et un peu d'huile d'amande avait réussi là où lui et ses spécialistes hors de prix avaient misérablement échoué. Sans se faire voir, il se retira en silence, refermant la porte avec une délicatesse qui ne lui ressemblait pas. Il retourna à son bureau, mais ne put travailler. Il s'assit, fixant la ligne d'horizon de Turin à travers la baie vitrée, mais ne voyant que le sourire de son fils. Son cœur, endormi par le deuil et la peur, s'était réveillé avec une pointe douloureuse de joie et de remords. Sofia, ignorant qu'elle avait été observée, rhabilla Léo avec un pyjama en coton doux et léger qu'elle trouva dans un tiroir. Le bébé s'endormit presque aussitôt dans ses bras d'un sommeil paisible qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. La nounou temporaire la regardait bouche bée, sans voix, comme si elle venait d'assister à un véritable exorcisme. Plus tard, l'interphone du bureau sonna. « Mademoiselle Rossi est demandée dans mon bureau. » Sofia y alla terrifiée, certaine qu'il la renverrait pour avoir désobéi de manière si flagrante. Elle se prépara au pire, à devoir faire ses valises et retourner à sa vie précaire. Mais Marco ne la regarda pas avec colère. Il la regarda avec une expression étrange, un mélange d'admiration, de respect et de profonde humilité. « La spécialiste autrichienne ne viendra pas demain, » lui dit-il, sa voix plus basse et plus calme que d'habitude. « J'ai annulé sa visite. » Sofia resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Je voudrais vous demander, » continua-t-il avec une certaine difficulté, son orgueil luttant contre la nécessité, « de vous occuper de Léo, pas seulement comme domestique, comme son assistante principale. Je vous paierai le double de ce que prend une nounou spécialisée. Je vous paierai n'importe quel prix. » L'offre était incroyable, stupéfiante, mais ce ne fut pas cela qui frappa Sofia. Ce fut le regard dans ses yeux. Pour la première fois, elle ne voyait pas le milliardaire arrogant et distant, mais le père, un père effrayé, humble, qui demandait désespérément de l'aide pour le bien de son fils. « Je le ferai, monsieur », répondit-elle simplement, et dans ces mots se trouvait toute la promesse d'un nouvel et fragile espoir pour cette famille brisée. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer que ce petit miracle, ce sourire arraché à la douleur, venait d'allumer la mèche d'une nouvelle et terrible menace. La tante de Léo, Eleonora, la sœur aînée de Marco, une femme froide et autoritaire qui ne croyait qu'à la discipline stricte et aux apparences, était en route pour une de ses visites, et elle n'accepterait jamais, au grand jamais, que le futur héritier des Bellini soit confié aux soins paysans d'une simple domestique sicilienne. La paix dans cette maison était destinée à être de très courte durée. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laissez un like pour soutenir notre travail et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre notre rêve de 1000 abonnés. Il ne manque que peu et votre aide est fondamentale. Que Dieu vous bénisse. Les jours qui suivirent furent comme une aube après une longue nuit polaire, une période de calme irréel et presque magique. Le penthouse, autrefois un mausolée de design régi par les pleurs incessants d'un bébé, se transforma. Le silence n'était plus oppressant mais paisible, rompu seulement par les rires et les gazouillis de Léo. Le bébé était littéralement un autre. Le toucher expert de Sofia, ses massages quotidiens, ses douces et anciennes chansons, avaient dissous la tension chronique qui le tenaillait depuis sa naissance. Il ne mordait plus, il souriait souvent. Et Marco, pour la première fois depuis qu'il était devenu père, commença à se sentir comme tel, et non plus comme un gardien impuissant. Il apprit de Sofia, l'observant en silence, essayant maladroitement d'imiter ses gestes, découvrant un langage primordial fait de peau, de regards et de patience, un langage qu'aucune licence en ingénierie n'aurait jamais pu lui enseigner. Cette paix fragile, construite sur des gestes simples et anciens, fut cependant balayée par l'arrivée d'Eleonora. La sœur aînée de Marco n'entra pas. Elle prit possession de l'espace comme un général inspectant un avant-poste. Grande, impeccable, dans un tailleur gris anthracite qui semblait taillé dans la glace, elle apportait avec elle une aura de désapprobation froide et tranchante. Ses yeux, vifs et critiques comme ceux d'un auditeur, firent un balayage complet de l'environnement, remarquant immédiatement le changement. La musique douce en fond sonore, les jouets en bois éparpillés sur le précieux tapis,
une couverture colorée et douce abandonnée sur le canapé design. À ses yeux, ce n'était que du désordre. Et la cause de tout ce chaos, elle en était certaine, était la nouvelle venue, Sophia. Sa première rencontre avec la nouvelle nounou fut une inspection, pas une présentation. Elle toisa Sophia de haut en bas, son regard s'attardant avec mépris sur ses mains simples, sur sa robe modeste mais propre. « Alors, vous seriez la nouvelle spécialiste ?» demanda-t-elle, chargeant le mot « spécialiste » d'un sarcasme si tranchant qu'il pouvait presque blesser. « Mon frère m'a dit que vous aviez des méthodes particulières. J'espère pas trop, pour le bien de l'enfant. » Son hostilité était une déclaration de guerre à peine voilée. Eleonora ne voyait pas une femme qui avait apporté la paix, mais une servante qui avait dangereusement dépassé sa place, s'insinuant dans la vie de son frère. Eleonora Bellini croyait fermement à la discipline, à l'ordre, à une approche quasi clinique de l'enfance. Elle voyait son neveu Léo non pas comme un enfant à aimer, mais comme l'héritier de la dynastie Bellini, un projet à modeler avec rigueur, à préparer dès le berceau à un monde compétitif. L'approche de Sophia, faite de contacts physiques continus, de chansons populaires, de remèdes de grand-mère et d'huile d'amande, était pour elle l'antithèse de tout ce en quoi elle croyait. C'était du folklore, de la superstition, une dangereuse faiblesse qu'il fallait extirper avant qu'elle ne contamine irrémédiablement son neveu et, pire encore, ne rende son frère encore plus faible et sentimental qu'il ne l'était déjà. Elle commença son œuvre de persuasion subtile et venimeuse sur Marco presque immédiatement. Elle n'attaqua jamais Sophia directement devant lui. Elle était trop rusée, trop habile aux jeux de pouvoir familiaux. Elle plantait des graines de doute, jouant sur ses plus profondes insécurités de père. « Marco, mon cher », lui disait-elle le soir devant un verre de vin, sa voix un murmure de fausse inquiétude. « Je comprends que tu sois soulagé, mais ne trouves-tu pas tout cela un peu professionnel? Tu confies l'avenir de ton fils à une domestique sans aucune qualification. C'est dangereux, tu pourrais le regretter amèrement. » Marco se sentait partagé, comme si deux forces opposées le tiraillaient. Il voyait son fils heureux et serein, un miracle qu'il avait touché de ses propres mains et qu'il ne pouvait nier. Mais les paroles de sa sœur, si logiques, si froides, si semblables à son ancienne façon de penser, réveillaient ses peurs les plus profondes. Et si elle avait raison? Et si son immense gratitude envers Sophia le rendait aveugle et irresponsable? Sophia le comprend, Eleonora. Elle le comprend mieux que quiconque, répliquait-il faiblement, se sentant déjà sur la défensive, comme s'il devait justifier le bonheur retrouvé de son fils. Elle le comprend ou elle le gâte? Rétorquait-elle implacable, enfonçant le couteau dans son insécurité. Ce contact continu, ces méthodes, le rendront faible, dépendant, incapable d'être seul. Il a besoin de stimuli, de discipline, pas d'être traité comme un petit sauvage. Tu déshonores la mémoire de ta femme, ajouta-t-elle, utilisant l'arme la plus cruelle. Elle aurait voulu le meilleur, le plus scientifique, le plus moderne pour son fils, pas ses pratiques de paysan. La mention de sa femme était un coup bas, étudié pour le blesser et le faire se sentir terriblement coupable. Eleonora comprit que pour gagner, pour déraciner l'influence de Sophia, elle devait prouver que ses méthodes étaient supérieures. Elle devait créer une situation où l'approche scientifique et appropriée triompherait de la sorcellerie paysanne de Sophia. Elle décida d'acheter un cadeau à Léo, un cadeau qui était en réalité une arme, un cheval de Troie pour prouver sa thèse et humilier sa rivale. Elle revint un après-midi d'une virée shopping dans le centre de Turin avec une boîte élégante d'une des plus exclusives boutiques pour enfants. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait une grenouillère, un vêtement de créateur très coûteux, fait d'un tissu de laine rigide et structuré, avec des boutons en argent et un col empesé qui semblait presque coupant. C'était l'exact opposé des pyjamas en coton doux et simple que Sophia faisait porter à Léo. Un enfant de son rang doit s'habiller convenablement, pas comme un petit mendiant, déclara-t-elle en tendant le paquet à Marco comme s'il s'agissait d'un cadeau royal. Sophia, en voyant cette grenouillère, sentit un frisson d'authentique inquiétude. Elle connaissait la peau sensible de Léo, son intolérance à tout ce qui était contraignant. Elle savait que ce tissu rigide, ses coutures serrées, irriteraient sa peau, le forcerait dans une position anormale, recréant exactement la cage d'inconfort qui le poussait à mordre. Elle tenta timidement de l'expliquer, avec le plus grand respect. « Madame, c'est peut-être un peu rigide pour lui,
Léo a besoin de bouger librement. Sa peau est très délicate. Éléonora la foudroya d'un regard qui aurait pu glacer le sang. « Occupez-vous de nettoyer les sols et de préparer le café. Je m'occupe de mon neveu, » trancha-t-elle, sa voix n'admettant aucune réplique, rétablissant avec brutalité les hiérarchies de cette maison. Humiliée, Sophia se retira en silence, mais son cœur était lourd d'un mauvais pressentiment. Elle savait ce qui allait se passer. L'inévitable, en effet, se produisit. À peine vêtu de la grenouillère de créateur, Léo commença à montrer des signes clairs d'agitation. Le tissu rigide lui frottait le cou délicat. Les manches serrées l'empêchèrent de bouger les bras librement comme il en avait l'habitude. Son sourire s'effaça, remplacé par une plainte frustrée, un son que Marco n'avait pas entendu depuis des jours et qui lui causa une pointe au cœur. La tension revenait s'emparer de son petit corps, comme un vieil ennemi qui revient réclamer son territoire. Éléonora, pour prouver son point de vue, décida de le prendre dans ses bras, de le calmer avec fermeté, comme elle disait. Mais son contact était froid, impatient, dépourvu de toute empathie. Elle le prit brusquement, le tenant serré contre son tailleur rigide, ignorant ses tentatives de plus en plus désespérées de se débattre. « Arrête tes caprices, Leonardo », lui dit-elle, les dents serrées, sa voix un sifflement. « Tu dois apprendre à bien te comporter. Tu n'es pas un animal. » Ce fut trop pour Léo. L'inconfort physique insupportable de la grenouillère, associé à la panique d'être tenu de cette façon par une personne qui ne lui transmettait aucune chaleur, le fit craquer. Son visage devint tout rouge. Sa plainte se transforma en un hurlement de rage et de peur pure. Il se cambra en arrière avec une force surprenante et d'un mouvement fulgurant dicté par l'instinct, ouvrit la bouche prêt à mordre le bras qui l'emprisonnait. Il était redevenu le bébé agressif que tout le monde croyait avoir oublié. Sophia assista à la scène depuis la cuisine, le cœur battant, les mains crispées sur le comptoir. Mais elle n'osa pas intervenir de peur d'aggraver la situation. Marco, qui était rentré dans la pièce à ce moment-là, attiré par les cris, vit tout. Il vit la grenouillère rigide comme une armure, la poigne de fer de sa sœur, la panique aveugle dans les yeux de son fils et sa bouche grande ouverte prête à frapper. C'était la preuve vivante. La théorie d'Éléonora contre la réalité brute et indéniable. À ce moment, Marco se trouva à un carrefour, le plus important de sa vie. Il pouvait céder à la logique, froide et impitoyable de sa sœur, celle qu'il avait toujours suivie, et rejeter la faute sur le bébé, difficile, confirmant son inadéquation. Ou il pouvait enfin faire confiance à son cœur, à ce qu'il avait vu et appris de Sophia, et défendre son fils et la femme qui l'avait sauvé. Son choix ne déterminerait pas seulement le destin d'une domestique, mais son propre avenir en tant que père. Éléonora, sentant la morsure imminente, hurla, essayant de rejeter la faute de son échec sur quelqu'un d'autre. « Tu vois, je te l'avais dit, c'est un petit sauvage. Cette femme l'a ruiné, l'a rendu faible. » C'était une accusation désespérée, une dernière et pathétique tentative d'avoir raison à tout prix. Mais Marco ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient fixés sur son fils, et dans ce regard il n'y avait plus de peur ni d'incertitude. Il n'y avait que la compréhension lucide, soudaine et douloureuse, d'un père qui enfin commençait à voir la vérité. La bataille pour l'âme de son fils avait atteint son paroxysme et il devait enfin choisir son camp. Le temps sembla ralentir jusqu'à presque s'arrêter. Le cri d'Éléonora, le cri de Léo, tout se fondit en un seul son assourdissant de chaos et de désespoir. Marco vit la bouche de son fils s'approcher inexorablement du bras de sa sœur. Non pas un geste d'agression, mais un appel à l'aide d'un petit animal sauvage piégé. Et dans cette fraction de seconde, il prit sa décision. Ce ne fut pas une décision logique, d'ingénieur analysant des données. Ce fut un pur et primordial instinct paternel, un réflexe du cœur qui s'était enfin réveillé de son long sommeil. Avec un calme qui le surprit lui-même, il s'avança, traversant la pièce en quelques enjambées. Il ne cria pas, il ne réprimanda personne. Il tendit les bras et avec une infinie délicatesse qui contrastait avec la tension du moment, prit son fils des mains raides et surprises d'Éléonora. « Laisse, je m'en occupe », dit-il, sa voix basse mais chargée d'une autorité nouvelle. Sans appel, une autorité qui ne venait pas de son rôle de PDG mais de celui de père. Éléonora, complètement prise au dépourvu par cette réaction inattendue, desserra sa prise presque involontairement. Marco prit Léo dans ses bras. Le bébé était un paquet de nerfs tendus, son petit corps tremblant de colère et de peur,
toujours prêt à mordre, toujours piégé dans sa panique. Marco le serra un instant, lui faisant sentir sa chaleur, puis s'assit dans le fauteuil le plus proche, ignorant complètement sa sœur qui était restée debout comme une statue de sel, et une Sofia muette qui observait depuis la porte, le cœur battant fort d'espoir. Puis il fit quelque chose que personne, pas même Sofia, n'attendait. Avec des gestes lents et méthodiques, presque rituels, exactement comme il avait vu Sofia le faire des dizaines de fois, il commença à déboutonner la grenouillère rigide. Il retira délicatement les manches serrées, libéra les petites jambes contraintes dans ce tissu, inflexible, et enleva ce vêtement comme s'il désamorçait une bombe, avec une concentration absolue. Il laissa Léo en simple couche sur la laine douce de son pull, enfin libéré de cette contrainte. Le bébé cessa immédiatement de hurler, sa respiration encore haletante et entrecoupée de sanglots, mais le pic de panique était clairement passé. C'était comme si on lui avait retiré une armure qui l'étouffait, lui permettant enfin de respirer. C'était un soulagement visible, presque tangible. Marco hésita un instant, sentant les yeux incrédules de sa sœur braqués sur lui comme deux lasers. Puis il prit une profonde inspiration et continua, achevant son acte de rébellion et d'amour. Il prit les petits pieds de son fils entre ses grandes mains, un peu maladroites d'ingénieur, et, se souvenant des mouvements lents et circulaires de Sofia, commença à les masser. Ce n'était pas un massage d'expert, mais c'était un toucher doux, un contact plein d'intention, d'excuses silencieuses, d'amour. L'effet fut instantané et presque magique. Le petit corps de Léo se détendit complètement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil après une gelée. La tension résiduelle s'évanouit. Il posa sa tête sur la poitrine de son père, un petit soupir profond secouant sa poitrine. Ses petits yeux se fermèrent et en quelques secondes, il s'endormit, paisible et serein, dans les bras de l'homme qui, pour la première fois, l'écoutait vraiment, non pas avec ses oreilles, mais avec ses mains et son cœur. Un silence chargé d'une signification profonde tomba dans la pièce. Éléonora était toujours debout, bouche bée, témoin d'une défaite totale et humiliante. Sa méthode, sa discipline, sa logique de fer, tout s'était effondré face à un simple massage des pieds. Sa vision du monde avait été démolie par un geste de tendresse. Ce n'est qu'alors que Marco leva les yeux. Ses yeux n'étaient de plus ceux de l'homme incertain et tourmenté de quelques minutes plus tôt. C'étaient les yeux d'un père qui avait enfin trouvé sa place, sa force. Il regarda sa sœur, et il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement une clarté triste et irrévocable, le calme qui suit une tempête. « Pendant 10 mois, commença-t-il, sa voix calme mais tranchante comme du verre, j'ai essayé de résoudre le problème. J'ai essayé de réparer mon fils comme s'il était un moteur défectueux. J'ai fait appel à des spécialistes, j'ai acheté des gadgets, j'ai écouté des théories, j'ai suivi chacun de tes conseils. J'ai fait tout ce qu'un ingénieur sait faire. » Il marqua une pause, serrant contre lui le bébé endormi, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux du monde. J'avais tort, terriblement tort. Léo n'avait pas besoin d'un ingénieur. Il avait besoin d'un père. Il avait besoin de moi. Son regard se déplaça un instant sur Sofia, qui était toujours sur le seuil, les yeux brillants d'une émotion qu'elle parvenait à peine à contenir. Et Sofia ne l'a pas réparé, continua-t-il en fixant à nouveau sa sœur avec une dureté nouvelle. Elle m'a appris à l'écouter. Elle m'a appris son langage, un langage que toi et moi, dans notre arrogance, avons oublié. Un langage fait de réconfort, pas de contrainte, de chaleur, pas de discipline. Enfin, il prononça la sentence, fermant un chapitre de sa vie et de l'histoire de sa famille. Elle ne partira pas, Éléonora. Elle reste. Elle est plus importante que n'importe quel spécialiste. Et si ça ne te plaît pas, la porte est là. Mais si tu sors, ne reviens pas. L'humiliation sur le visage d'Éléonora fut complète, totale. Elle ne dit pas un mot. Son monde de certitude, de règles et de contrôle avait été démoli par une domestique sicilienne et un geste de tendresse. Elle prit son sac de marque et, le dos raide comme une planche, sortit de la pièce et de cette maison, vaincue non par une dispute, mais par un acte d'amour. Quand la porte d'entrée se referma derrière elle, Marco et Sofia restèrent seuls, dans le silence paisible rompu seulement par la respiration régulière de Léo. Marco leva les yeux vers elle et à ce moment, le mur invisible entre eux, le mur entre patron et domestique, entre deux mondes différents, s'effondra pour toujours. « Aide-moi » lui dit-il, sa voix presque un murmure, un appel à l'aide nu et vulnérable. « S'il te plaît,
Apprends-moi à être son père. Sofia s'approcha lentement, un doux sourire illuminant son visage. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil et, pour la première fois, lui posa une main sur l'épaule, un geste de réconfort et d'alliance. « Vous l'êtes déjà, » répondit-elle doucement. « Vous avez juste besoin de vous en souvenir, et je serai là pour vous aider. » À cet instant, ils n'étaient plus deux étrangers liés par un contrat de travail, mais deux âmes qui s'étaient enfin reconnues, unies par l'amour pour un enfant qui avait enfin trouvé sa voie et son sourire. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons la vidéo. Le départ d'Eleonora fut comme l'ouverture d'une fenêtre dans une pièce trop longtemps fermée, un acte qui changea la pression atmosphérique de toute la maison. Un air nouveau, frais et léger commença à circuler dans le penthouse, balayant la poussière de la tristesse, de la peur et de la rigueur inflexible. Marco tint sa promesse, non seulement celle faite à sa sœur, mais surtout celle qu'il s'était faite à lui-même. Il annula définitivement la visite de la spécialiste autrichienne et, avec une humilité qui surprit et émut Sofia, lui demanda de devenir son guide, son enseignante dans l'art difficile d'être parent. Ainsi commença un apprentissage lent et magnifique, un parcours à deux. Sofia n'enseigna pas à Marco des techniques de manuel, mais une manière d'être, une approche de la vie. Elle lui apprit à reconnaître les différents types de pleurs de Léo, à comprendre quand c'était de la fatigue, de la faim, de l'ennui, ou juste un besoin désespéré de contact physique. Elle lui apprit l'art du massage, non pas comme une procédure, mais comme une forme de communication. Elle lui apprit la mélodie des berceuses siciliennes et la patience infinie de bercer un enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme sur votre poitrine, sentant le rythme de sa respiration se synchroniser avec la vôtre. Marco, l'ingénieur habitué à la précision millimétrique et aux solutions complexes, découvrit la profonde beauté de l'imperfection, la logique inattaquable du cœur. Il cessa de voir son fils comme un problème à résoudre, un moteur à réparer, et commença à le voir comme un petit univers à découvrir, un monde d'émotions à explorer ensemble. Il cessa d'être un père fonctionnel, qui pourvoyait à tout mais ne donnait rien, et devint un père présent, qui n'avait peut-être pas toutes les réponses, mais qui était là, avec ses mains et son cœur. Le penthouse, autrefois une salle d'exposition de design froide et impersonnelle, se transforma en une vraie maison. Les surfaces monochromes et angulaires se remplirent de couleurs et de douceur. Un tapis moelleux et coloré apparut dans le salon, devenant le centre de leur nouveau monde, ainsi que des paniers de jouets en bois et de livres illustrés. Les douces chansons de Sofia et les rires de plus en plus fréquents de Léo remplacèrent le silence oppressant d'avant. La beauté majestueuse des Alpes, à l'extérieur de la fenêtre, semblait enfin s'harmoniser avec la vie qui, timidement mais avec force, fleurissait enfin à l'intérieur. La relation entre Marco et Sofia évolua de manière naturelle, presque inévitable, comme un fleuve qui trouve son lit. Ils n'étaient plus l'employeur et l'employé. Ils étaient deux personnes qui construisaient ensemble quelque chose de précieux, d'unique. Ils étaient une équipe, unis par un objectif commun. Et dans cette complicité quotidienne, dans ces regards échangés par-dessus la tête de Léo, dans ses mains qui se frôlaient par hasard en jouant avec le bébé, un sentiment plus profond naquit, une affection qui allait au-delà de la gratitude et du respect. Marco se surprit à admirer non seulement la sagesse instinctive de Sofia, mais aussi sa force tranquille, sa gentillesse inébranlable, le sourire qui illuminait son visage quand elle jouait avec Léo, un sourire qui le faisait sourire lui aussi. Sofia, à son tour, découvrit sous la carapace de l'ingénieur un homme sensible, blessé par la vie, mais avec une immense capacité d'aimer qui n'attendait que d'être réveillé, un cœur grand et généreux. Ce fut Léo involontairement, avec l'innocence de ses presque 2 ans, qui fit le premier pas pour eux. Un soir, alors que Marco le mettait au lit après lui avoir lu un conte, l'enfant, qui commençait à former ses premières phrases, le désigna d'abord et dit clairement « Papa », puis il désigna Sofia, qui se tenait à la porte et les regardait avec tendresse, et dit « Maman ». Ce mot, si simple et si puissant, resta suspendu dans l'air de la chambre silencieuse. Ce n'était pas une erreur, c'était la reconnaissance par un enfant d'une vérité que les 2 adultes n'avaient pas encore osé s'avouer. C'était la bénédiction d'un fils à la naissance de sa nouvelle famille. Ce soir-là, après que Léo se fut endormi, Marco trouva Sofia sur la terrasse,
regardant les lumières scintillantes de Turin. L'air était frais, mais il n'y avait plus de froid entre eux. « Vous avez entendu ce qu'il a dit ?» lui demanda-t-il, sa voix pleine d'une émotion qu'il n'essaya pas de cacher. « Oui, » répondit-elle sans se retourner, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. « Peut-être qu'il a raison, » dit Marco en s'approchant, s'arrêtant derrière elle. Il lui prit délicatement la main et leurs doigts s'entrelacèrent, comme s'il l'avait toujours fait. « Sofia, tu as ramené la vie dans cette maison. Tu as ramené la vie en moi. Je ne veux plus être seulement le père de Léo. Je veux être ton compagnon. Je veux être ta famille. » La réponse de Sofia fut dans les larmes de joie qu'elle s'autorisa enfin à verser et dans la façon dont elle se retourna et se serra contre lui, trouvant enfin sa place dans le monde, une place qui n'était plus celle d'une domestique mais celle d'une compagne, d'une mère, d'une femme aimée. 2 ans plus tard, le penthouse est méconnaissable. Les murs blancs sont recouverts des dessins colorés et fantaisistes de Léo. Les canapés design sont pleins de coussins, de couvertures et de peluches. Il y règne une atmosphère chaleureuse, joyeuse, parfois merveilleusement chaotique. C'est une maison heureuse, une maison vivante. Léo, maintenant un enfant de presque 3 ans, en bonne santé, bavard et vif, court dans le salon poursuivant un ballon, sans plus aucune trace de l'agitation et de la colère qui le tourmentaient. Ses rires résonnent dans la maison, la bande-son de leur nouvelle vie. Marco rentre du travail, mais ce n'est plus l'homme fatigué et triste d'autrefois. Son visage est serein, souriant. Ses yeux cherchent immédiatement son fils. Dès qu'il entre, Léo court à sa rencontre, criant un « Papa !» plein de joie. Il le prend dans ses bras, le lance en l'air, et l'enfant rit aux éclats, un rire pur et contagieux. Sofia, qui est maintenant sa femme et porte leur 2e enfant, les observe depuis la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. Son visage est radieux, plein d'une paix profonde. Elle les regarde, et dans ce regard, il y a toute la plénitude d'une famille, née du plus inattendu et du plus simple des miracles. L'enfant qui mordait le monde parce que personne ne comprenait sa douleur, embrassait maintenant le monde parce que quelqu'un, avec la sagesse simple et ancienne du cœur, lui avait enfin appris le langage universel du réconfort et de l'amour. Et dans ce processus, il avait reconstruit une famille et guéri 2 cœurs brisés qui ne savaient plus comment espérer. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous qu'Eleonora agissait par un sens déformé de la protection envers son neveu, ou était-ce une pure et simple soif de contrôle? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que la sagesse du cœur est plus puissante que n'importe quel manuel. Abonnez-vous pour d'autres histoires où un sourire peut tout changer. Commentez le sourire de Léo, si vous aussi, vous avez été touché par cette fin.